Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Donc, bonjour à tous, je suis Bernard Bacon, donc je travaille au registre des cancers de Guadeloupe, qui est situé au CHU. Je suis biostatisticien, data manager et je prépare également une thèse avec l'IRSET et le travail que je vais présenter aujourd'hui. Donc, c'est une partie de mon travail de thèse qui est sur l'analyse spatiale de l'incidence des cancers en Guadeloupe. Alors, ce travail s'inscrit, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans une philosophie qui est plutôt dans la fouille de données, en fait. C'est-à-dire que on a pris nos données et puis on essaie de trouver des facteurs de risque euh, qui pourraient expliquer certains. On essaie d'imaginer les facteurs de risque qui pourraient expliquer certains cancers en Guadeloupe. Le problème vient du fait que depuis 13 ans que je travaille au registre des cancers, à peu près tout, on veut l'expliquer par le chlordécone. À peu près, la plupart des projets de recherche, beaucoup de projets de recherche qui arrivent, nous disent c'est le cancer de telle chose, c'est certainement dû au chlordécone, le cancer de telle chose, c'est certainement dû au chlordécone. Donc, l'idée, c'est de se dire que si on regarde toujours du côté du chlordécone, on va peut-être rater des facteurs de risque plus évidents. Et donc, on va faire une fouille de nos données pour essayer d'identifier des nouveaux facteurs de risque qui pourraient faire l'objet d'études plus poussées après. Donc, pour ça, on a fait une analyse spatiale. L'analyse spatiale, donc on va essayer de représenter avec des méthodes plus ou moins élaborées l'incidence des cancers en Guadeloupe. Et ensuite, on va essayer d'identifier des clusters. Donc aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi des clusters, non des clusters en Guadeloupe. Et on va étudier les zones où on a trouvé ces clusters pour voir quelle est la particularité de ces zones. Et donc, peut-être pouvoir identifier des facteurs de risque pour les cancers en question. Alors, le contexte, c'est qu'en Guadeloupe, on a beaucoup de particularités. Donc, on est une population majoritairement afrodescendante. On a un accès aux soins facile, quoi qu'on en dise. On a des habitudes de vie qui sont un mix des habitudes caribéennes et des habitudes occidentales et qui tendent de plus en plus à aller vers l'occidental. On a une alimentation pareille qui est un mix des alimentations occidentales et caribéennes. On a un niveau socio-économique qui est assez bas et disparate. On a une agriculture essentiellement orientée vers la banane, la canne à sucre, la banane et la canne à sucre. Et on a un environnement un peu particulier avec les problèmes des booms de sac, par exemple, des problèmes de sargasses. Tout ça fait qu'on a une population assez particulière, unique au monde, enfin, à part la Martinique et nous, il n'y a personne qui peut avoir toutes ces particularités. Ce ne sont pas forcément des problèmes à chaque fois, hein, ce sont des particularités à chaque fois. Et donc, on se dit que si on étudie exactement les mêmes facteurs de risque à chaque fois que dans les autres pays, ben, on ne va pas trouver grand-chose puisque la réalité, c'est qu'on est très différents. Alors, au niveau des cancers, excusez-moi, je vais participer. Au niveau des cancers, on a un indicateur qui s'appelle l'incidence standardisée des cancers qui nous permet de nous comparer à d'autres pays. Au niveau des cancers, si on regarde l'incidence standardisée de tous les cancers en Guadeloupe, elle est de 258,6, ce qui nous place très en dessous de la métropole, mais très au-dessus de la Caraïbe, ce qui, grosso modo, correspond à ce qu'on dit, qu'on est entre les deux. On a des habitudes de vie à peu près entre les deux. Et donc, en fait, j'insiste sur le fait qu'on est très en dessous de la métropole, parce qu'il y a une idée aussi en Guadeloupe qui veut que, comme il y a le chlordécone, on est très, très grave dans toutes sortes de choses, dans tous les cancers. Alors, il y a, sur l'ensemble des cancers, là, je vous ai présenté les 17 cancers les plus présents en Guadeloupe. Sur l'ensemble des cancers, il n'y a que 4 localisations où on a une incidence qui est supérieure à la métropole. C'est le col de l'utérus, la prostate, évidemment, on est très au-dessus, le myélome
et l'estomac. Je ne vois pas où est-ce que l'estomac. Et l'estomac. Donc, ce ne sont que ces 4 localisations qui sont au-dessus de la métropole. Toutes les autres, on est en dessous, comme vous le voyez sur le graphique. Alors, comment on va faire notre analyse spatiale? Donc, on va faire, déjà pour faire une analyse spatiale, il faut choisir les unités. Donc, c'est important de choisir une unité parce que si on choisit une unité trop grande, ça ne voudra pas dire grand-chose. Par exemple, si on choisit Grande Terre, Basse Terre, ben, on ne pourra pas trop conclure parce qu'il y a des disparités dans la Grande Terre, il y a des disparités dans la Basse Terre. Donc, on ne pourra pas conclure sur un truc général pour dire la Grande Terre est comme ça et la Basse Terre est comme ça. Donc, ce sera difficile. Si on choisit trop petit, ben, on aura trop peu de cas. On aura beaucoup d'endroits où il n'y aura pas de cas du tout. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, en France, il y a un truc qu'on appelle les iris qui divise la Guadeloupe en 136 parcelles. Hein. Et ces parcelles, en fait, elles ont la particularité, en fait, c'est important pour nous les statisticiens parce que, en fait, c'est la plus petite unité géographique où l'INSEE fournit des données démographiques. Donc, on s'est dit que c'était quelque chose de relativement correct niveau taille, c'est en dessous de la commune, mais c'est pas non plus trop petit, donc c'est correct. Donc, le choix de l'indicateur. Donc, nous allons modéliser ce qu'on appelle les CIR, les standards incidents ratio, qui correspond en fait au nombre de cas observés sur le nombre de cas attendus. Excusez-moi. Oui. En fait, on ne voit que la diapo de titre depuis tout à l'heure. C'est bloqué sur la diapo de titre. Même plus où est le truc. Pourquoi je vois plus Là, il y a une fenêtre diaporama qui s'ouvre dans ton projet et je pense que c'est pour ça qu'il voit que c'est utile. Si on affiche toutes les fenêtres pour le partage, il faut choisir la fenêtre diaporama. Oui. Ou partage des points total ou la fenêtre diaporama. Mais on peut faire comme ça aussi. Vous voyez quoi là? Là, ça va être petit, même la prise à côté. Oui, bon, après, je pense que ça devrait être. Vous voyez quoi là? Vous voyez le tableau? Le contexte. Oui, c'est bon. Le contexte? Bon, on va continuer comme ça, je pense que. D'accord. Pas super. Alors, donc, du coup, la méthode, donc, je disais, donc, on a utilisé les iris pour l'unité géographique. Et pour l'indicateur, on va utiliser ce qu'on appelle le CIR, c'est le nombre de cas observés sur le nombre de cas attendus. Le nombre de cas attendus, en fait, c'est un calcul qu'on fait en se disant, en fonction des classes d'âge, par exemple, dans Guadeloupe, si on a fait sur l'ensemble de la Guadeloupe, on a peut-être 0,5% des gens entre 40 et 55 ans qui ont eu un cancer. Dans notre iris, dans la population de notre iris, on va calculer 0,5% de la population de 40 à 45 ans. On va faire ça pour chaque classe d'âge et on va sommer, on va avoir le nombre de cas attendus. C'est le nombre de cas attendus si toute la Guadeloupe, si chaque iris était comme la Guadeloupe. Donc, ce CIR sera aux alentours de 1. Quand il sera supérieur à 1, ça voudrait dire qu'on est en surincidence dans ces zones-là. Et quand il sera en dessous de 1, ça veut dire qu'on est en sous-incidence dans ces zones-là. Alors, les patients inclus, ce sont les patients de la base de données du registre de la Guadeloupe. Alors, le registre de la Guadeloupe, il est censé recueillir tous les nouveaux cas de cancer depuis 2008. Donc, on a une base de données avec toutes les personnes, avec des données cliniques, administratives de toutes les personnes ayant eu un cancer à partir de 2008. Et on a inclus tous les patients de 2008 à 2016 parce que l'étude a commencé il y a déjà un moment. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas plus loin. Et on a étudié 17 plus grandes localisations de cancer en Guadeloupe parce qu'après, les effectifs devenaient trop faibles. Alors, on a choisi d'utiliser une méthode bayésienne qui s'appelle la méthode de Bessac, York et Mollier. Alors, la méthode de Bessac, York et Mollier, elle a la particularité, en fait, donc c'est une méthode bayésienne qui a la particularité c'est une méthode bayésienne déjà, donc elle peut gérer des effectifs assez petits, ce qui fait que quand on a parce qu'on se retrouve avec des effectifs relativement petits, quand on divise par 136 les effectifs totaux de nombre de cas de cancer en Guadeloupe. Et aussi, elle prend en compte
il prend en compte l'effet des iris voisins. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de frontière entre chaque iris, il y a forcément une interaction entre un iris et ces iris qui sont autour. Donc, elle arrive dans sa modélisation, donc c'est la modélisation, elle est ici, hein, elle arrive à prendre en compte, VI, c'est la prise en compte de l'effet des voisins sur l'iris I, les voisins de l'iris I sur l'iris I. À la suite de ça, on a fait une classification ascendante hiérarchique sous les localisations pour voir quand est-ce que quelle localisation se rapproche de quelle localisation, c'est-à-dire que quand on est dans certains iris, est-ce que quand par exemple il y a beaucoup de cas du col de l'utérus, est-ce qu'on a beaucoup de cas de cancer VADS ou ce genre de choses qui pourraient nous orienter vers des facteurs de risque, parce que comme on reconnaît les facteurs de risque pour chaque cancer, on pourrait se dire c'est peut-être le facteur de risque commun à ces deux localisations qui est présente dans cet iris-là. Ensuite, on a fait une deuxième classification ascendante hiérarchique par rapport aux iris, qui nous permet de voir quels sont les iris qui se ressemblent entre eux, qui nous permettent de voir, peut-être d'identifier des particularités sur les zones de surincidence, de sous-incidence, les particularités de ces zones en les rapprochant entre elles. Alors, là, bon, je vous montre les cartes, ça c'est pour la culture générale, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est-à-dire que, par exemple, donc ici, là, on a la représentation donc avec les cires en ayant fait tourner le modèle bayésien de Bessaguer-Mollier pour les cancers VADS. Donc, on voit que chez nous, les cancers VADS sont souvent en grande terre, plus particulièrement du côté de la zone pointoise et de la zone de Saint-François, avec une toute petite zone sur la basse terre qui est ici. Alors, il faudra peut-être, retenez là, parce qu'on va en parler. Le cancer de l'œsophage, par contre, oui, c'est plutôt sur la basse terre. Le cancer de l'estomac, c'est surtout sur la basse terre, avec cette zone-là, qui est assez intéressante à étudier, parce que c'est exactement la zone où il y a où il y a l'utilisation de chlordécone était la plus intensive a priori. Et c'est un cancer digestif, donc il faut se rendre compte que le chlordécone, donc on l'ingère, donc ça serait assez logique qu'il ait plutôt des effets sur les cancers digestifs. Donc on fait attention à ça. Et aussi en amalgamante. Les cancers du côlon, donc répartis un peu bizarrement. Les cancers rectaux, surtout sur la grande terre. Les cancers du foie. Alors ça, c'est énormément sur la grande terre, sur Marie-Galante et sur du côté de Sainte-Rose. Alors, quand même, quand on regarde ça, cancer du foie, et essayer d'imaginer où est-ce qu'il y a les plantations de canne à sucre et les productions de rhum, ça y ressemble fortement. Et les cancers pancréatiques, donc, qui sont au centre de la basse terre, ça, c'est les cancers digestifs et VADS. Alors, VADS, alors oui, du coup, moi, je parle comme quelqu'un de CHU, mais VADS, vous comprenez, c'est quoi? Voilà, d'accord. VADS, c'est les cancers ORL, tout à fait ORL. Alors, oui, j'ai l'habitude de faire cette présentation pour des gens du CHU, donc n'hésitez pas à m'arrêter pour les termes, parce que j'oublie qu'il y a des choses à préciser. Alors, les cancers du sein, donc on les retrouve ici, là, sur la zone pointoise, Gauzier, et sur la zone de Saint-François. Alors, là, c'est quelque chose qu'on a un petit peu creusé après, mais il faut se rendre compte que dans ces deux zones, il y a une particularité. C'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que dans ces deux zones, il y a une particularité, c'est qu'il existe des charges à ciel ouvert en milieu
en ville, quoi. Pas éloigné des habitations. Et l'étude suivante, l'étude que je prépare après, c'est sur ça, sur faire le lien entre le cancer du sein et ça. Et effectivement, on arrive à trouver je pense qu'on arrivera à trouver des liens entre les deux, le cancer du sein et le fait d'habiter près d'une décharge. Les cancers du col, donc, alors, le cancer du col, c'est intéressant parce que si vous vous souvenez de la zone, de la carte des cancers ORL, VADS, c'est quasiment la même. C'est-à-dire, on en a sur Saint-François, sur la zone pointoise et sur cette petite zone-là. Et on sait que les cancers du col de l'utérus et les cancers ORL partagent un facteur de risque qui est l'HPV. Donc, le fait de trouver ces deux cancers dans quasiment les mêmes zones, ça nous fait penser qu'il y a une circulation particulière de l'HPV dans ces zones. Alors, la raison, on ne sait pas, mais pourquoi dans ces zones-là particulières. Mais le fait que les deux cancers en même temps se retrouvent exactement au même endroit, on se dit qu'il y a une raison et donc ça peut induire un projet de recherche poussé derrière. Le cancer du corps utérin, ben, c'est ça, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est sur le sud-Basse-Terre et le Marie-Galante. Pareil pour le cancer de l'ovaire. Je ne saurais pas trop. Enfin, si, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais comme ça, en regardant la carte, c'est un peu particulier. Le cancer de la prostate, alors, ça, c'est le truc qui fait débat et je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est le truc qui va faire débat parce que, mine de rien, on s'attendait dans cette zone où il y a l'utilisation du chlordécone a été intensive, à une surincidence qu'on ne trouve pas. Au contraire, là où on trouve de la surincidence, c'est plutôt dans des zones où il y a de la canne. Donc, normalement, il n'y a pas eu d'utilisation intensive du chlordécone dans ces zones-là. Pareil à Marie-Galante, là où il se passe quelque chose. Donc, bon, ça fait débat parce que ben, du coup, ça ne va pas dans le même sens que ce qu'on dit pour l'instant. Et le cancer du rein, bah, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire pour l'instant. Voilà. Donc, les autres cancers, donc le cancer du poumon, alors pour aller dans le même sens que pour le sein, mais ça on n'a pas encore travaillé dessus, mais ça ressemble quand même aux zones où il y a les décharges. Il y a deux zones, il y a des décharges. Le cancer du cerveau, ben, du côté qui ressemble au cancer, aux zones où il y a du foie, sachant que ça reste aussi quelque chose qui est corrélé avec un facteur de risque qui est l'alcool. Donc, bon, il semble avoir un risque de ce côté-là. Le cancer de la thyroïde, ça, je ne sais pas. Les mélanomes, alors, les mélanomes, alors vous voyez cette zone-là, c'est Dampierre. Ça, on ne voit pas bien, mais là, les cintes, c'est aussi en rouge. Ben, en fait, je pense que c'est dû, parce qu'on sait que les mélanomes sont beaucoup plus fréquents chez les personnes à peau claire. Donc, en fait, de trouver à Dampierre, aux Saintes et dans cette zone-là, ce n'est pas très étonnant, en fait. Donc, c'est plutôt quelque chose de génétique. Du coup, là, on ne sait pas forcément environnemental. La désirade rouge aussi? La désirade rouge aussi, oui. Et donc, voilà. Donc là, pour ça, voilà, pour le mélanome, du coup, je pense que c'est plus quelque chose de génétique que de quoi que ce soit, c'est pas environnemental, forcément. Voilà. Et le myélome, qui aussi, on s'attendait à d'autres résultats, ben, c'est plutôt sur la grande terre. Alors, donc, comme je me disais, on a fait donc une classification hiérarchique de chaque localisation que j'ai présentée là. Et donc, on a regardé ce qui se rapprochait le plus.
Et en fait, après, on a fait le coefficient de corrélation à côté. Alors, je vous explique, c'est-à-dire que là, si je regarde là, je dirais que, par exemple, il y a un lien entre le cancer du sein et le cancer du myélome. C'est-à-dire qu'il existe un lien dans les iris. Les iris où il y a le cancer du sein, c'est peut-être que plus il y a de cancer du sein, moins il y a de cancer du myélome, ou plus il y a de cancer du sein, plus il y a de cancer du myélome. Mais on ne sait pas exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le coefficient de corrélation pour voir à côté si le lien est positif, donc aller dans le même sens ou aller ou dans le sens inverse. Donc là, on voit des liens. Alors, ce qui est très important, enfin, ce qui est intéressant, pas important forcément, mais ce qui est intéressant à voir, c'est donc on retrouve ce lien entre cancer du col et cancer ORL. Donc, comme c'est le truc de HPV, le lien HPV là qu'on soupçonne, on le revoit ici, c'est une chose importante. Le cancer de l'estomac et le cancer de la thyroïde, qui sont deux cancers qui sont induits par des dérèglements hormonaux, et les dérèglements hormonaux, ben, c'est souvent dû à, enfin, ça peut être la conséquence des pesticides. Donc, ça va encore dans le sens où peut-être que le cancer de l'estomac est lié, enfin, il y a des chances que le cancer de l'estomac soit lié au cancer, à la consommation de chlordécone. Le cancer du sein et le myélome sont liés. Donc, c'est-à-dire que plus le lien est bas, plus le lien est fort. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire ce genre de choses. Donc, le cancer du sein et le cancer du myélome, pareil, c'est deux cancers qui sont, qui peuvent être dus à des dérèglements hormonaux aussi. Donc, ça peut être ça, mais dû peut-être à autre chose que la chlordécone, puisqu'on n'a pas trouvé de lien forcément avec la chlordécone, sachant que le fait de vivre près d'une décharge peut entraîner des dérèglements aussi dus à la pollution. Donc, voilà. Bon, grosso modo, c'est les liens les plus intéressants qu'on a trouvés avec cette méthode. Donc, à la suite, on a fait, là, en fait, on a fait une classification des iris. Et on a trouvé, donc, on a le nombre maximum, le nombre optimum de classes, c'est 6. Et on a divisé la Guadeloupe en 6 classes. Les 6 classes, c'est les couleurs qui sont là. À noter, ce qui est très intéressant, c'est que la classe verte, là, elle n'est pas en une fois, enfin, elle est en 2 fois. Et encore une fois, ce sont les 2 endroits où il y a des charges à ciel ouvert. Et donc, ça semble être des zones qui se ressemblent parce que réellement, si vous regardez Pointe-à-Pitre et Saint-François, à part ça, il n'y a pas grand-chose d'habituel. Ce n'est pas la même population, ce n'est pas le même environnement, c'est pas le même. Il n'y a pas grand-chose d'identique entre ces deux zones. C'est ça qui semble retenir. Donc, on a étudié à chaque fois donc, les cires dans ces zones, et donc on fait en profil, hein, du coup. Donc la zone 1, c'est une zone où il y a surincidence de cancer de l'estomac et surincidence de cancer de la thyroïde, ce qu'on avait déjà retrouvé ici. Donc, pardon. Oui, donc c'est ici, là, c'est en haut. Je ne saurais pas vous expliquer exactement pourquoi. C'est un problème. La zone 2, c'est une zone où il y a le cancer, une surincidence du foie et du cerveau. Donc la zone 2, c'est plutôt la canne à sucre, hein, enfin, c'est particulier. La zone 3, c'est une zone où il y a surincidence de sein, col, ovaire, côlon, cerveau. Donc, beaucoup de choses qui sont en rapport avec des dérèglements hormonaux. Donc, ça, c'est la zone 3. Donc, c'est ça, là. C'est tout ce qui est, c'est tout ce dont on parlait, là. La zone 4, donc, corps de l'utérus, ovaire, thyroïde, mélanome et rein. Si on regarde 4, donc la zone 4, c'est celle-là. Je ne comprends pas trop.
La zone 5, c'est la zone qui crée un problème, donc c'est Marie-Galante, comme je vous l'ai dit, hein, où il y a beaucoup de surincidence. Et la zone 6, en fait, c'est les feintes. Et c'est typiquement des cancers de gens appropriés. Donc, c'est des gens qui ont grosso modo un mode de vie assez sain, mais qui passent beaucoup de temps au soleil et donc ont des cancers. C'est typiquement ça. Donc, au final, donc, on a identifié un certain nombre de facteurs de risque qui nous permettent d'orienter un peu mieux nos recherches. On est, encore une fois, dans une stratégie de fouille de données. On n'est pas en train de démontrer quelque chose, on est dans une stratégie de fouille de données pour essayer de ne pas tomber dans le piège de dire que tout a la même cause et puis du coup on ne regarde que dans un sens, on ne regarde pas ailleurs. On a mis l'accent sur quand même un problème qui semble apparaître sur les plantations de canne à sucre, sur les pesticides, sur les déchets à ciel ouvert. Et ça a amené un projet, enfin, c'est pas amené, ça c'était le préliminaire d'un projet plus grand qui s'appelle le projet Jessica, où en fait on fait, où il y a un consortium qui s'est monté pour faire une cartographie des sols pour savoir quel sol est pollué, avec quoi, tout ça. Et en fait, une fois qu'on aura cette cartographie, le modèle BYM nous permet d'intégrer des variables d'explication. Donc, on l'intégrera au modèle et on verra si les hypothèses qui avaient été avancées, les hypothèses environnementales en tout cas, qui avaient été avancées peuvent expliquer les clusters qu'on a trouvés. En fait. Donc voilà. Merci de votre attention. Il y a des questions. Bonjour à tous, c'est Benoît Tressière, je suis en webconf, vous m'entendez? Attends, Benoît, il y avait déjà une question ici. J'ai pas entendu, excuse-moi. Attends 2 secondes, oui. Celle-là ou les... Ouais. Alors, en fait, justement, c'est le modèle BYM, en fait. Donc, en fait, on calcule les CIR, là, le nombre de cas observés sur le nombre de cas attendus, et on les liste plus ou moins avec le modèle. Donc, en prenant, par exemple, si on a une CIR qui a 2 quelque part, donc ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de cas que ce qui est attendu, mais qu'autour, il n'y a pas beaucoup, ça lisse un peu parce qu'il faut dire que forcément, il y a un effet qui est dû au tout cas. Donc, ça lisse. Et si en lissant, il nous reste toujours un pic, ça veut dire que ça, c'est un cluster. Et donc ça, en fait, les cartes… Ah oui, j'ai oublié d'expliquer. Donc oui, je comprends la question. Alors, j'ai oublié d'expliquer comment lire la carte, c'est-à-dire que ce qui est en vert, c'est les endroits où on est en sous-incidence, où tout va bien. Ce qui est en blanc, c'est qu'on a une incidence qui est très similaire à la Guadeloupe, et ce qui est en rouge, on est en sur-incidence. On a trop de cas par rapport à ce qu'on devrait avoir si on était comme la Guadeloupe. C'était ça la question? D'accord. Les cas attendus, le nombre de cas attendus, du coup, c'est sur quelle base de données? Alors, le nombre de cas attendus, c'est qu'on prend le nombre de cas qu'il y a sur la Guadeloupe en entier et on prend le pourcentage pour chaque classe d'âge. C'est-à-dire que, par exemple, on prend le pourcentage des gens qui ont entre 40 et 55 ans. On dit que c'est 0,5% de cette population-là qui a eu un cancer dans cette période-là. Et après, on prend notre iris, la population de notre iris, on prend le nombre de cas de la population 40-45 ans, on calcule 0,5% et ça nous donne un cas, le nombre de cas. Et on fait ça pour chaque classe d'âge, on somme et ça nous donne le nombre de cas attendus. Oui, on les a. Nous notre travail, c'est de récupérer tous les cas de cancer. Tous les nouveaux cas de cancer. Parce que j'imagine qu'il y a des zones où il peut y avoir beaucoup de oui. En fait, le fait de faire le nombre de cas attendus donc en fait, on lisse, comment dire,
on prend en compte la démographie, en fait. La démographie, le fait de faire par classe d'âge et pas le truc global. On prend sa liste sur la démographie, en fait. Si on a une population très âgée, c'est normal qu'il y ait plus de cancer. Mais du coup, ça réduit, enfin, c'est inclus dans le calcul. Ouais. Benoît, tu avais une question? Ouais, moi j'avais une question. Donc, si je comprends bien, vous avez les ratios standardisés d'incidence, vous les avez ajustés uniquement par classe d'âge, c'est ça? Oui, par classe d'âge et par sexe, mais là, je n'ai pas présenté les sexes. Hein, mais, on a les deux. Hein. D'accord. Et moi, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez pris en considération la durée de vie dans l'iris? Non, puisque là, on est sur l'incidence. On est sur l'incidence, pas sur la prévalence. D'accord. Donc, l'incidence, c'est là où il est, là où il a été. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. C'est là où il habitait au moment du diagnostic. Effectivement, son exposition n'est peut-être pas due à là où il habite en ce moment, mais peut-être là où il était quand il était enfant. Ouais, c'est ça. En fait, c'était un peu ça ma question. Ouais. Il y avait cet aspect-là. Et puis, tu parlais à un moment de la problématique du chlordécone sur la zone de Capesterre, etc. Et alors, c'est peut-être un peu plus difficile à mettre en lumière, mais je me disais peut-être que les individus n'habitent pas là où ils travaillent, en fait. Alors, il faut pas… Oui. Alors, en fait, il ne faut pas oublier que là, comme je disais, on est dans la fouille de données. Et l'idée, c'est que on essaie de détecter on essaie de détecter un cluster, pas de dire que ce cluster-là, ces gens-là sont… Et en fait, comme c'est du bayésien, il n'y a pas de raison que les gens qui habitent à Capesterre, par exemple, si leur sol est pollué, utilisent moins par exemple, leur fouille ou leur production locale. Si j'utilise comme n'importe qui, si on parle de l'hypothèse qu'ils utilisent comme n'importe qui leur production locale ou comme n'importe qui la production de la zone contaminée, normalement, ça devrait induire une hausse. Et cette hausse, on essaie de la détecter. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que tous les gens sont là, habitent là. Oui, ils peuvent aller habiter ailleurs, voilà. Mais oui. D'accord. Et j'ai une dernière question, mais peut-être que j'ai zappé l'explication parce que j'ai eu un coup de téléphone entre-temps. Les clusters, tu utilises quelle variable pour les caractériser, en fait? Alors, c'est quand j'ai fait le modèle bayésien et que j'ai calculé les CIR lycées, en fait, du coup, à me donner des CIR lycées, il y a un certain nombre de critères bayésiens comme le critère de Zerwicke, enfin des trucs un peu techniques, Zerwicke, qui permet de me dire il y a eu convergence et c'est significativement supérieur à 1. Enfin, il y a une intervalle de confiance et que c'est significativement supérieur à 1. Ouais. OK, merci. Non, des vraies décharges ouvertes, c'est-à-dire le CIVAD, par exemple, ce qui est sur le pont de Nagaba, enfin, c'est-à-dire avec une quantité assez… de décharges sauvages, bon, c'est pas pareil, mais les vraies décharges ouvertes où c'est organisé, où les gens jettent, on ramène tous les déchets là, il n'y en a que 3 en Guadeloupe, il y en a donc une à Saint-François, une à pont de Nagaba et une à Baïf, mais celle de Baïf, elle est toute petite et je ne sais même pas si elle est ouverte toujours. Enfin bon, c'est quelque chose qui est marginal. Quoi. Alors, non, je pense que… Alors, je ne pense pas parce que à la Gabarre, je ne pense pas que les gens plantent quoi que ce soit. Mais donc, et c'est à la Gabarre qu'on voit surtout le truc. Donc, je pense que c'est plutôt les rejets de pollution dans l'air, les gens qui sont exposés constamment à des métaux lourds, à ce genre de choses qui je pense. C'est-à-dire que l'étude d'après, là, pour ma thèse, effectivement, c'est sur les décharges. Effectivement, j'arrive à identifier certains profils de femmes bien particulières qui sont sur incidence bien marquée dans ces zones-là. Donc, qui encore ajoute un peu dans
dans l'idée qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Bon, là, le lien est presque, enfin, encore plus sûr après. Par rapport à l'hypothèse de l'HPV, etc., est-ce qu'il y a des données, des prévalences ou d'incidence, des données géographiques du virus de HPV dans la population? Non, alors il n'y a pas de données. Par contre, il y a des études qui ont été faites, oui, pour dire que nous, en Guadeloupe, on a un HPV très particulier qui est assez agressif et qui peut donner les deux. Enfin, donc, c'est très cohérent avec tout ce qui est déjà fait en ce moment dans d'autres équipes. Il y a un HPV, vous connaissez le CRB? Le CRB a fait une étude sur le génotypage du HPV et démontre effectivement qu'il y a un lien. Alors, géographique, il n'y a que ça, pour une répartition géographique. Mais quand même, en fait, c'est très rare quand même que sur deux localisations bien différentes, on retombe sur les mêmes cartes. La probabilité de retomber là-dessus est très très faible. Le fait qu'on le fasse, ça ne vaut pas comme preuve, hein. Mais le fait qu'on retombe dessus par hasard, ça induit quand même bien sur l'hypothèse de facteur de risque HPV. Ça, l'hypothèse est possible. Après, c'est comme pour les restes. Là, ce qui manquerait pour compléter ces premières données, c'est justement les cartographies, les compositions des sols. Ouais, c'est ça. Mais les ça, eaux les eaux, les sols, on le fait avec le projet Jessica. Derrière. D'ailleurs, il n'y a personne du Lamia, là. Il n'y a personne en ligne du Lamia. Parce que j'ai entendu que le Lamia fait aussi un projet en parallèle pour faire un indice de pollution des sols. Aussi. Oui, c'est vrai que les sols, les eaux et les airs, c'est quelque chose déjà qui pourrait très très bien de ces tableaux. Et là, le fait d'avoir identifié ces 6 clusters, ça a déjà donné une idée sur les zones géographiques utilisées, l'échelle à utiliser pour le recueil et le traitement de ces données environnementales. Alors, après, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit au début, c'est qu'on est dans une zone où, mine de rien, on a moins de cancers qu'en métropole. Donc, on est en train d'expliquer des surincidences de cancers sur des cancers qui sont déjà moins présents. Donc, ça va devenir très difficile de trouver. On ne pourra pas à chaque fois trouver parce qu'on est déjà dans des stades assez bas. Donc, avoir la puissance pour démontrer exactement que c'est ça qui est dû à ça, on va essayer de trouver des choses. Mais ça va être dur de toute façon, parce qu'à part les gros cancers comme la prostate ou l'estomac, à mon avis, on va y arriver, l'estomac. Mais ça va être dur. Ça va être dur. Ah, pardon. Ah non, c'était déjà bon. Oui, j'avais une question. Alors, c'est parce que c'est surtout sur la Grande Terre. Alors, il y a un truc, c'est que les gens se focalisent sur le chlordécone, mais il faut savoir que la plantation, par exemple, en parlant avec des gens qui font des études, la plantation où on utilise le plus de pesticides, par exemple, c'est le melon. Et on n'en parle pas, c'est quelque chose de… Et donc, en fait, on se focalise beaucoup. Alors, pourquoi la canne? La canne aussi, ils utilisent des pesticides, machin. Et la deuxième chose, c'est que quand ils brûlent et quand ils… il y a des micros, on dit ça, de la poussière qui pollue. Il y a, entre les pesticides et la poussière, je pense qu'il y a un environnement qui peut être potentiellement cancérigène. Et quand on voit les zones où il y a de la canne, effectivement, on trouve souvent des surincidences dans des cancers qu'on connaît pour les pesticides et pour la pollution. Donc, la canne, je pense qu'il y a enfin, c'est déjà fait. Il y a des gens qui étudient les choses, hein, mais c'est qu'on ne met pas la lumière sur eux pour l'instant parce que tout le monde est concentré sur le chlordécone, tout ça. La deuxième chose, c'est que, étant moi-même, ayant moi-même des agriculteurs dans ma famille, le chlordécone, il y a ce qui est déclaré et la réalité. C'est-à-dire que
il est possible que des gens utilisent le chlordécone pour la canne, mais sans le déclarer, parce qu'ils rachetaient les trucs à d'autres personnes, mais ceci, en fait, c'est plus que probable. Alors, peut-être pas aussi intensif, donc, du coup, parce qu'il fallait avoir la quantité, mais c'est plus que probable que le chlordécone est utilisé dans d'autres circonstances sans qu'on le sache, parce que les gens le faisaient sans le déclarer. Donc, il faudra vérifier si, par hasard, la canne, surtout dans le centre Grande Terre, n'a pas été utilisée dans ces circonstances-là. La culture de melon, c'est dans la zone Port-Louis, Saint-François. Ouais. Mais c'est une culture un peu trop restreinte pour conclure. Enfin, pour l'instant, mais tout le monde nous a dit, tous les spécialistes agro, je ne sais pas comment on dit, nous ont dit que ouais, eux, le melon, ils utilisent énormément de pesticides et personne n'étudie ça ou ne regarde ça de près, parce que c'est des trop petits effectifs. Voilà. Donc, pour dire, la suite de ça, effectivement, il y a un gros projet européen qui s'appelle le GGCK et qui va essayer d'ajouter des variables d'explication. Parce que le modèle de YM, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut ajouter des variables d'explication. Et ce qui se passera, c'est que si je prends cette carte-là, j'ajoute une variable d'explication dedans et que bah, c'est la bonne explication, ah ben, on verra ce rouge disparaître. C'est-à-dire que ça voudra dire que toute l'information a été expliquée par la variable d'explication, donc ça redeviendra normal. Pour l'instant, pour émettre l'hypothèse, mais ça ne sort pas de preuve. On émet une hypothèse et après, si ça nous semble faisable, je pense qu'on monte un projet. Enfin, l'idée, c'est de monter un projet. Par exemple, là, cancer du poumon et à Marie-Galante, peut-être que ça vaut le coup, effectivement. Mais là, ouais, ça vaut peut-être le coup d'aller peut-être étudier particulièrement les cancers du poumon de Marie-Galante. Est-ce que ce sont les mêmes types histologiques? Enfin, est-ce qu'ils ont des particularités ou enfin, ce genre de choses, quand même. Ouais, mathématiques. Ah, pour confirmer les hypothèses, non, ça va passer par des projets beaucoup plus standards. Des projets, on va faire des inclusions, aller étudier directement. Enfin, là, c'est vraiment détecter, dire il y a un problème là. Bon, est-ce qu'on a le temps, enfin, par quoi on commence, où est-ce qu'on étudie, voilà. C'est le concept, mais en fait, c'est très à la mode en ce moment de faire de la fouille de données. C'est un peu l'inverse des projets qu'on fait avant, c'est-à-dire de dire j'ai une hypothèse de recherche et donc je crée ma base de données. Là, on prend des bases de données, c'est le concept du big data, on prend des bases de données, on fait des stats, on regarde ce qui sort. Et puis voilà. Donc, c'est une autre façon de réfléchir. Donc là, c'est ça. Et dans ma thèse, donc j'ai commencé par ça et après, donc je fais des trucs un peu plus dirigés vers des explications. Merci Bernard. Merci beaucoup à vous. Ça n'a pas de questions. Il n'y a pas d'autres questions, on dit. Ça va. Alors, attends. Merci. Tu ne veux pas faire un point? Ah, pardon. Non, merci. Non, toi. Non, c'est vrai qu'en fait, on a fait avec Alexis et Evelyne, on se demandait si on a un petit fichier Excel, on va essayer de faire passer pour les thématiques, les différentes thématiques qu'on a en fait. Tout ce qui peut être possible si vous voulez, donc je vais le faire passer par la suite. Je vais faire passer, je vais mettre sur Google, on pense ça, sinon, donc, ouais, bon, bonne fête de fin d'année et à la prochaine
réunion. Prochaine réunion. Merci beaucoup.